Bonjour à vous, bonjour à toutes et tous, bienvenue à vous. Merci d'être avec nous. Donc je suis, Simon Laurent, co-directeur d'Osons Plus. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés. On va passer, 7 heures ensemble. Je vais essayer de la rendre, aussi utile et concrète, que possible. J'espère que vous avez trouvé un coin de fraîcheur, voilà. On va on va démarrer, tranquillement. Donc, ce webinaire s'intitule Manager facilitateur, le leadership dont nos organisations ont besoin. Et c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce qu'il est vraiment au cœur de ce qu'on fait chez Osons Plus depuis plusieurs années et parce qu'il touche à la vie des équipes, à la vie des organisations que nous accompagnons. Donc, avant de démarrer, je vous explique très rapidement. Je vais projeter une présentation. On va parler de ressources, d'outils, de choses comme ça au fil du webinaire. Si jamais vous voulez récupérer ces ressources, vous pouvez cliquer sur le bouton là, être recontacté si ça vous intéresse. Il se situe à droite de votre écran et du coup, ça me permettra de vous envoyer un email avec voilà, tous ces éléments, toutes ces ressources dans les jours qui suivent. Voilà. Donc, bienvenue à vous toutes et tous. Et puis, donc, on va y aller. Alors, comment on va avancer? Il va y avoir une première présentation à une vingtaine de minutes, puis un bon moment d'échange avec Isabelle Chang, qui est avec nous, qui est directrice marketing chez Beiersdorf et qui viendra nous raconter de l'intérieur ce que ça veut dire construire cette posture de manager facilitateur dans une grande organisation. Bienvenue à toi, Bonjour, Isabelle. Merci d'être là. bonjour Simon, bonjour, à tous. Ravie d'être là. Super. Merci beaucoup pour On- l'invitation. Avec grand plaisir, on pourra échanger ensemble tout à l'heure. Donc, ce qu'on va faire et ce qu'on va voir ensemble sur cette heure, on va explorer ensemble d'abord, essayer de comprendre pourquoi le rôle du manager s'est complexifié et ses impacts sur les équipes. On va essayer d'identifier les limites des modèles managériaux actuels et surtout ce qui doit évoluer dans la posture elle-même. On va évidemment découvrir ensemble concrètement ce que c'est cette posture du manager facilitateur à travers le témoignage d'Isabelle, mais aussi à travers un référentiel qu'on vous propose. Et puis, l'idée, c'est de vous donner aussi des repères assez concrets que vous pourrez activer assez directement à la suite de ce webinaire. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, juste quelques mots sur Osons Plus. Donc, nous sommes une jeune entreprise innovante en sciences humaines et sociales et on accompagne les organisations dans leur transformation culturelle, managériale et organisationnelle. Notre approche, c'est vraiment développer les états d'esprit, les postures, les compétences qui sont nécessaires aujourd'hui pour les organisations pour coopérer, décider et agir dans des contextes complexes, changeants, plein d'incertitudes et d'ambiguïtés. On y reviendra juste après. Donc, notre mission, c'est de trouver des manières d'activer le facteur humain et de développer le pouvoir d'agir des individus et des collectifs. Nous, comment on accompagne concrètement les organisations? On anime des ateliers collaboratifs, des formations, des séminaires expérientiels qui visent à développer la capacité des individus, des équipes à se transformer en profondeur pour que les ambitions, les projets, les postures puissent se traduire en comportements réels, durables. Donc on est basé à Lyon, à Bordeaux et en quelques chiffres, voilà, on a une quarantaine d'organisations accompagnées. On est un organisme de formation certifié Calliope. Et donc, une dernière particularité à vous partager, c'est que notre actionnaire unique, c'est une association d'intérêt général qui s'appelle Osons ici et maintenant et qui développe le pouvoir d'agir des jeunes de 11 à 25 ans. Voilà, donc nous sommes une organisation de l'économie sociale et solidaire. Alors, le manager, d'abord un constat. Un constat, dans nos organisations, le manager occupe une position qui est bien particulière, assez singulière. Il est en première ligne, entre d'un côté des orientations stratégiques qui viennent d'en haut, de la hiérarchie, des dirigeants, et des réalités, des difficultés du terrain qui sont plutôt en bas. Et le manager, lui, il est pris entre différentes injonctions contradictoires. Injonction à l'agilité, injonction à l'innovation, à la coopération, à la vision long terme d'un côté, et en même temps, de l'autre côté, pression des résultats à court terme, pression des délais, manque de moyens, des urgences du quotidien. Donc en fait, c'est pas une position nouvelle, mais cette position-là, un peu pris en étau, elle s'est considérablement complexifiée
et accéléré sur les dernières années. Les collaborateurs, en fait, attendent aujourd'hui autre chose de leur manager. Ils attendent plus d'autonomie, plus de sens, plus d'espace pour contribuer, et les managers le ressentent. D'ailleurs, l'APEC a documenté cette croissance nette, hein, des attentes qui portent à la fois sur des objectifs de production et surtout sur les relations humaines. Et ces attentes-là créent une charge supplémentaire sur les managers. Le rapport de l'inspection générale des affaires sociales, qui a été publié en 2024, donc l'IGAS, compare des pratiques managériales en France, entre la France, l'Allemagne, la Suède, l'Irlande, l'Italie. Et le bilan, il est plutôt moyen, voire mauvais pour la France. Les pratiques managériales françaises apparaissent comme les plus hiérarchiques, les plus verticales d'Europe. Près de 60% des organisations françaises sont caractérisées par une faible autonomie des travailleurs, contre 40% par exemple en Allemagne. La confiance dans le management en France y est 2 fois plus faible qu'en Allemagne ou qu'en Suède. Et seulement 56% des salariés français estiment que leur travail est reconnu à sa juste valeur. Selon le même rapport, le CNAM, sur la base d'une observation de plus de 1500 entreprises, a estimé que l'absentéisme évitable, entre guillemets, celui qui découle des mauvaises pratiques managériales, représente environ 100 milliards d'euros par an pour l'économie française. Donc, c'est environ entre 20 000 et 70 000 euros par salarié et par an. Dernier chiffre que je vous partage, c'est 70%. 70% de l'engagement des équipes s'explique par la qualité de la relation managériale, selon une étude de Gallup publiée en 2024. Donc, autrement dit, ce rôle de manager, c'est un rôle qui est sous pression, et c'est un rôle qui est aussi le levier le plus puissant dans la performance, dans la vitalité des organisations aujourd'hui. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. On a démarré. Donc, pourquoi est-ce que ça coince finalement? Pourquoi dans ce rôle qui est sous pression, pourquoi ça coince? Pourquoi ces chiffres-là? En fait, aujourd'hui, la plupart des managers, ils ont été formés dans un cadre référence, dans un environnement qui ne correspond plus aux besoins des équipes, aux attentes des collaborateurs et aux défis des organisations. En fait, les managers, la plupart du temps, ils ont été formés à prescrire, organiser, contrôler, gérer, optimiser, décider. Dans un monde stable, cette manière de faire, c'est cohérent. Dans un monde stable, prédictible, qui évolue, et qui est sous contrôle, je dirais que c'est cohérent. Mais dans un monde comme le nôtre aujourd'hui, fluctuant, eh bien, ce cadre-là montre ses limites. C'est d'ailleurs ce que explique bien le biologiste Olivier Hamon avec son principe de la robustesse. Dans un monde fluctuant, ce cadre montre ses limites et peut même avoir des effets délétères sur l'engagement des équipes, sur la capacité collective à innover et sur la santé des managers eux-mêmes. Donc, il y a beaucoup de managers, et peut-être que vous en faites partie, qui ressentent, qui pressentent qu'il faut changer de posture, qu'il faut changer de manière de manager. Le problème, c'est qu'entre savoir et changer, il y a souvent une différence. Les outils, les méthodes participatives, on en parle, elles sont utiles bien sûr, mais il ne suffit pas d'acquérir des outils et des techniques si la posture qui les porte n'a pas évolué en même temps. Et donc, c'est un peu ça, le changement de paradigme qui doit être effectué. C'est que, face à ce constat, hein, la tentation, c'est d'ajouter plus de ce qu'on fait déjà, mais de ce qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire plus d'outils, plus de contrôle, plus de process. En réalité, ce dont nos organisations ont besoin, c'est un changement de paradigme, de leadership, de posture. Cesser finalement de manager dans une logique de contrôle, de prescription, et commencer à cultiver les conditions dans lesquelles les personnes, les collectifs, les équipes peuvent se développer, peuvent coopérer, peuvent agir. Et donc chez Osons Plus, nous on explore, hein, cette question depuis plus de 10 ans sur le terrain, et aussi dans la recherche. Comment on crée les conditions pour que les personnes, les collectifs développent leur pouvoir d'agir? Donc, Yann Le Bossé, là, vous avez une petite phrase de Yann Le Bossé, c'est un chercheur québécois qui est spécialiste de la question du développement du pouvoir d'agir. Il est aussi membre de notre comité scientifique et lui, il explique très bien. Il dit finalement, le pouvoir d'agir ne se transfère pas. Le rôle du manager, c'est de créer les conditions pour que la personne puisse le trouver, le renforcer, le développer par elle-même.
Et c'est ça, en fait, c'est précisément ça que couvre la notion de manager facilitateur. Donc, le manager facilitateur, sa mission centrale, c'est pas d'avoir les meilleures idées ou de trouver toutes les solutions, mais c'est de créer les conditions pour qu'elles émergent. Évidemment, j'avais pas coupé mon téléphone. Le rôle du manager facilitateur, ça n'est pas de prendre des décisions, mais de faire en sorte que les décisions qui soient prises, elles soient prises, ben, peut-être plus collectivement, mais surtout qu'elles soient vraiment portées, qu'elles soient incarnées. Le rôle du manager facilitateur, c'est pas forcément de motiver ou sanctionner, mais de créer des conditions d'un engagement, durable, authentique des équipes. Alors, quand même un point d'attention que j'aimerais vous partager, cette, transformation, ce changement de paradigme dont on est en train de parler, je ne veux pas et chez Osons Plus, on est assez vigilant là-dessus. On ne veut pas que ce soit une nouvelle injonction, qui arrive sur les épaules, des managers en disant que, finalement, les managers doivent se transformer. C'est à cause d'eux, si les équipes se désengagent. En fait, cette transformation, elle ne peut pas reposer uniquement sur les épaules des managers. Un manager ne se transforme pas seul, et ça, on veut être très clair là-dessus. Sans un terreau culturel qui rend possible cette transformation, sans ces structures qui la soutiennent, elle restera en fait, une intention, elle pourra pas s'incarner et se concrétiser. Donc les managers ne peuvent pas, faciliter, dans les organisations, si ces organisations continuent à valoriser seulement la rapidité, la certitude, la performance individuelle. Voilà, donc ça suppose que les organisations, elles se transforment aussi, qu'elles puissent créer les conditions pour que cette transformation du rôle managérial soit possible et surtout qu'elle soit reconnue. Et ça passe par des espaces pour, apprendre, pour expérimenter, des parcours de formation, des parcours de développement du leadership, du co-développement entre pairs, des nouveaux indicateurs parce que c'est aussi une question d'évaluation. Si on continue d'évaluer les managers seulement sur des résultats court terme, bah, ça pourra pas fonctionner. Donc, voilà, des nouveaux indicateurs qui valorisent aussi la qualité du management, dans les relations par une charte managériale, par exemple, commune, qui vient, expliciter, et qui vient expliquer que, voilà, ce qu'on attend de cette posture de manager facilitateur dans les organisations. Ça, c'était important de, vous préciser ça. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Hem, alors une notion importante, manager facilitateur, finalement, devenir manager facilitateur, c'est d'abord, désapprendre. C'est pas apprendre des nouvelles choses, c'est pas apprendre d'abord des nouvelles techniques ou des nouvelles méthodes, c'est surtout, désapprendre certains réflexes profondément ancrés, ceux qui ont été construits finalement au fil des années dans les organisations, qui valorisaient l'expertise individuelle, qui valorisaient, la décision rapide, les solutions données aux équipes. Denis Christol, qui est un chercheur en sciences de l'éducation, il nomme ce processus-là la désapprenance. C'est pas effacer ce qu'on sait, c'est pas effacer tout ce qui a été appris, mais c'est remettre en question de manière consciente les schémas qui nous gouvernent à notre insu. Donc ce temps-là de désapprentissage, c'est souvent, un travail qui est difficile et qui est pas forcément visible et qui prend du temps. Et peut-être que Isabelle nous en dira un mot, tout à l'heure justement. Donc c'est finalement désapprendre avant d'apprendre. Alors, pour cheminer vers cette nouvelle posture de facilitateur, manager facilitateur, chez Osons Plus, on décrit, cette transformation à travers 3 basculements. Le premier, c'est de «je sais» à «je questionne». En fait, dans les contextes complexes que nous traversons dans nos organisations, trouver une solution à un problème, c'est plus vraiment le problème justement. Une IA aujourd'hui peut trouver, plus rapidement que nous et plus de solutions que nous. Ce qui est rare aujourd'hui, ce qui est difficile et ce qui est décisif, c'est comment on crée les conditions pour que tous les acteurs se sentent concernés et se mettent en mouvement autour de cette solution. Et ce basculement, ce premier basculement, c'est vraiment passer d'un réflexe de: «Je donne la réponse à celui, qui vient me voir» à «Je pose la bonne question». C'est, aussi parfois ce basculement, accepter de ne pas savoir, de ne pas avoir la réponse et de le dire aux collaborateurs. C'est ce que, Brown René, une chercheuse américaine qui est spécialiste du leadership, appelle la vulnérabilité assumée. C'est accepter
que cette vulnérabilité n'est pas une faiblesse et que c'est le berceau de l'innovation et de la créativité. Donc ce premier basculement du je sais à je questionne. Le deuxième basculement du contrôle à la confiance. Ce basculement, il entraîne finalement un autre. Ce premier basculement, il entraîne celui-là. Le deuxième, c'est lâcher le contrôle sur le résultat. C'est finalement lâcher cette prescription autour du comment. C'est accepter que vous n'ayez pas tout en main. Bien sûr, vous gardez des choses. Vous gardez la responsabilité du cadre, vous gardez le lien à la vision stratégique. Ça, c'est hyper important. Mais finalement, ce cadre, c'est ce qui permet aussi à l'autonomie de se développer dans vos équipes. C'est aussi à vous de pouvoir clarifier les rôles pour que chacun sache ce qu'on attend de lui. C'est aussi clarifier les rites qui vont ancrer de la cohésion dans le quotidien, qui vont expliquer des règles de fonctionnement qui seront co-construites. Et donc, c'est ce qui donne aux personnes la liberté d'agir parce qu'elles savent ce qui est attendu d'elles et elles savent ce qui est non négociable. Donc ça, c'est le deuxième basculement du contrôle à la confiance. Troisième basculement, du résultat au chemin. Donc en fait, le manager facilitateur, on ne lui demande pas de renoncer au résultat, surtout pas. Mais ce manager facilitateur, il a compris que le chemin pour y arriver à ce résultat, il produit aussi quelque chose de très précieux qui a de l'impact. Parfois même plus précieux que le résultat lui-même. Il est intéressé, focusé sur aussi la qualité des liens qui se renforcent, sur la confiance qui s'installe, sur la créativité qui est là, sur l'engagement dans les équipes, sur ce que le collectif a appris. Et ça, c'est une attention différente à porter sur le chemin. Et ça peut se traduire par des choses assez simples, hein, mais qui sont quand même significatives. Par exemple, ça peut être terminer une réunion en demandant mais qu'est-ce qu'on a appris ensemble aujourd'hui? Et pas forcément que qu'est-ce qu'on a décidé. Ça peut être, par exemple, de célébrer une prise d'initiative, mais qui n'a pas abouti ou pas complètement, parce que, c'est quand même quelque chose qui s'est construit dans la tentative. C'est aussi valoriser les gens qui font des choses, même s'il y a des erreurs derrière. En fait, la posture du manager facilitateur, elle change profondément la relation à l'équipe. Avec cette posture, les collaborateurs, ils osent davantage, s'exprimer. Ce sont pas toujours les mêmes qu'on écoute. Les problèmes remontent plus tôt, plus vite. Les idées, elles surgissent. Les dynamiques collectives, elles s'installent. Il y a de l'élan, il y a de l'engagement. Et donc ces trois basculements, produisent de l'impact. Pour les équipes, il y a plus d'engagement, il y a plus d'autonomie, plus de résilience. Mais pour vous, pour le manager lui-même, il y a aussi moins de surcharge, il y a plus de sens et c'est une posture qui est aussi plus soutenable dans le temps. Voilà. Donc on voulait vous partager un peu, à la fois ce constat, ce contexte, ce changement de paradigme nécessaire et puis, ben, selon nous aussi les basculements qui sont nécessaires pour avancer vers cette posture de manager facilitateur. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi d'avoir, un retour, concret aussi du terrain. Donc on va passer maintenant à un temps de témoignage. Donc je vais laisser la parole à Isabelle, Isabelle Chang, donc qui est directrice marketing, des marques Nivea, Labello, en France, au Benelux, chez Beiersdorf. Et donc Isabelle qui, voilà, qui a construit et qui continue de construire cette posture de manager facilitateur dans une organisation donc, de taille internationale qu'on connaît bien. Isabelle qui a été formée donc à cette posture de facilitatrice avec Osons Plus. Et l'idée, c'était qu'elle puisse nous partager un peu ça avec nous. Donc, Isabelle, merci encore hein, d'être avec nous. Je te laisse peut-être te présenter en quelques mots dans voilà, ton rôle, ton poste. OK. Bonjour à toutes et à tous et merci encore pour cette invitation, Simon, ravie d'être là. Alors comme tu l'as dit, je travaille dans le groupe, Beiersdorf, donc j'y suis depuis longtemps, depuis 25 ans. Beiersdorf, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est, une entreprise leader, dans le monde de la cosmétique, donc avec des marques, qui sont, je pense, très connues, de la plupart d'entre vous, donc Nivea, Labello, également Eucérine, en pharmacie, La Prairie et voilà quelques autres marques. En ce qui me concerne, ce qui est intéressant de savoir, aujourd'hui par rapport au sujet qui nous anime, c'est que j'ai exercé différents métiers, toujours en France, à la fois dans les fonctions marketing et commerciales
Et je dirais plus particulièrement et je m'appuierai sur, principalement ces 2 expériences-là. Donc ces 7 dernières années, j'étais à la tête de la division, pharmacie de Beiersdorf en France, donc sur la marque Cérine. Ce qui impliquait de manager des équipes à la fois siège, à la fois terrain. Donc au total, à peu près une centaine de personnes avec, 6, direct reports. Et depuis quelques mois, donc c'est ce qui est écrit sur, cette slide. J'ai changé de poste, je suis, directrice marketing, donc cette fois-ci des marques Nivea et Labello pour la France, la Belgique et la Hollande et toujours, sujet de management, au cœur du sujet pour moi avec des équipes de 3 pays différents et à peu près une soixantaine de personnes au total. Voilà. Alors justement, donc, dans ton expérience de manager, qu'est-ce que tu observes autour de toi sur, la façon de manager, de ta propre expérience, de ce que tu as pu voir dans tes différentes expériences? Et qu'est-ce qui doit évoluer, changer selon toi? Alors comme tu l'as très bien dit Simon, le contexte a beaucoup changé donc comme je travaille depuis, 25 ans maintenant, j'ai pu voir, les différentes, phases, hein, si je puis les exprimer comme ça. Ce qui a changé, tu l'as décrit, mais je vais le dire avec mes mots, on a l'habitude, dans les entreprises, on va dire, dans le type d'entreprise dans lesquelles je travaille alors je vais utiliser, une phrase en anglais, mais je vais la traduire. Le concept à la mode, c'est «leading in ambiguity», donc c'est, leader et manager dans l'ambiguïté. Ce que ça veut dire, c'est que, bah, tu l'as bien décrit, hein, là, on est dans un monde qui est incertain, ça pour moi, c'est le mot clé avec, toutes les crises qu'on peut voir, à la fois des opportunités aussi avec l'IA, beaucoup de choses en fait qui arrivent. Donc ce qu'il faut pour moi retenir de ça, et je pense que tu l'as très bien décrit avant, c'est qu'avant on était dans un monde qui était stable, avec des concepts stables, on faisait des plans à 3, 5 ans. En général, on se trompait pas trop quand même. En termes de posture managériale, c'était assez hiérarchique. Le manager était, j'emploierais ce mot-là, peut-être le sachant, qui transmettait une compétence aux personnes qui lui reportaient, qui transmettait des compétences aux personnes qui leur reportaient. Là, pour moi, c'est complètement différent. Chaque jour, c'est une nouvelle problématique, donc on ne peut plus, tout savoir, avoir les solutions, à tout, les réponses à tout. Donc pour moi, le mot-clé, alors je vais encore, employer un mot anglais, mais j'aime bien ce mot, c'est empowerment. Donc si on le traduit littéralement, c'est l'autonomisation, mais je trouve qu'en anglais, ça va plus loin parce qu'il y a cette notion de pouvoir, donner le pouvoir, en fait, aux gens. J'ai pas encore trouvé le mot, parfait pour le traduire. Hem et pour moi, le manager, n'est plus le sachant, ni d'ailleurs au passage, ce qui était, peut-être un classique, en fait, dans certaines situations, de s'appuyer sur, on va dire, un peu des champions, 1 ou 2 stars, en fait, dans l'équipe, ce qui est un peu la solution de facilité. Donc voilà, pour moi, on est passé dans un autre monde qui est, bah, c'est le thème du jour, pour moi, le manager facilitateur et en fait, c'est un changement de paradigme, en fait. Oui, donc tu te reconnais bien dans le changement de paradigme dont on a parlé, tout à l'heure. Comment est-ce que, toi, dans ton rôle, dans ta posture, tu perçois, cette notion de manager, facilitateur? Ce serait quoi ta définition de manager facilitateur et comment ça s'incarne pour toi? Alors, disons, avec mes mots, pour moi et ça c'est important, le premier point, c'est une manière différente de travailler, mais toujours, pour atteindre un objectif et ça, c'est vraiment clé. Le point de départ pour moi, c'est qu'il faut être ultra clair sur l'objectif ou les objectifs qu'on veut atteindre. Pour les atteindre, en fait, on va travailler de manière différente. Donc, si je reviens à ce que je disais tout à l'heure, plutôt que d'avoir le manager qui a toutes les solutions ou s'appuyer sur un ou 2 champions, on va complètement inverser le paradigme. L'idée, c'est vraiment, de s'appuyer sur, l'équipe, sur le collectif, donc sur l'intelligence collective. Heu, de s'appuyer sur tous les savoir-faire, expertises, mais aussi façon de penser, de voir les sujets, de réfléchir. Donc c'est vraiment de remettre le collectif au cœur, de la résolution, du sujet ou comment atteindre l'objectif et en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est vraiment ça passe par poser des questions. Ça, c'est un point très important. Donc pour moi, le rôle du manager facilitateur, c'est vraiment de créer les conditions pour que ça arrive. Parce que si uniquement on met dans une salle ou au quotidien, une équipe diverse et variée, c'est pas pour autant que ça va fonctionner.
Pourquoi? Enfin, selon moi, c'est que déjà, l'être humain, enfin, voilà, c'est vraiment ma perception, elle est très personnelle. Au début, on a tendance à plus bloquer sur les différences des personnes et d'être parfois dans le rejet, de la différence, dans la façon de fonctionner, dans les différentes expertises. On a des classiques, hein, dans les entreprises, marketing et vente, et cetera, la finance et le marketing. Donc pour moi, c'est déjà, créer les conditions, ça veut dire, casser les silos, faire en sorte que la mayonnaise prenne quelque part. Un point qui est ultra important, c'est dans un groupe, souvent, il y a quelques personnes qui vont s'exprimer, qui vont parce qu'elles sont à l'aise à l'oral, qu'elles sont à l'aise dans un groupe pour imposer leur point de vue. Le rôle du manager facilitateur, c'est vraiment de faire en sorte que tout le monde participe de manière homogène. Pour moi, c'est comme ça qu'on arrive à un équilibre et à trouver les solutions idéales par le collectif. Hem, je dirais aussi qu'on gagne ou on perd tous ensemble. Donc ça, c'est vraiment un état d'esprit, hyper important à avoir en tête et ça aussi, c'est un travail du quotidien, c'est un grand changement de paradigme. Hem et dans la manière de faire, le rôle aussi, pour moi, créer les conditions, c'est 2 choses. C'est à la fois enfin, j'utilise beaucoup ça et ça, je l'ai appris, auprès de vous, des sortes de journées, après-midi ou matinées qu'on appelle, nous, workshops dans l'entreprise. Donc c'est vraiment le collectif travaille ensemble pour résoudre une problématique, définie. Heu, mais on pourrait tomber dans le piège de croire que ce n'est que ça, en se disant: «Super, ça s'est bien passé, ça va rouler». Mais en fait, c'est aussi un travail du quotidien. C'est vraiment cet Mmh. équilibrage au quotidien de toujours remettre, le collectif au centre, si encore une fois des personnes prennent plus la place par rapport aux d'autres, de rééquilibrer les choses et j'aime bien cette expression, mais de faire en sorte que la mayonnaise prenne. Yes. Alors tu parlais d'empowerment tout à l'heure. C'est vrai que donc, bon, une des traductions qu'on pourrait avoir, c'est, développer le pouvoir d'agir, développement du pouvoir d'agir. Effectivement, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Hem, est-ce que cette notion de désapprenance, elle te parle, ou en quoi est-ce qu'elle te parle toi dans l'évolution de ta posture que tu pu percevoir? Alors moi, elle me parle beaucoup parce que j'ai beaucoup, beaucoup évolué, sur ce point-là. Quand j'ai commencé, il y a longtemps et que j'étais jeune manager, au début, c'est ce que j'ai trouvé vraiment difficile, c'est que, je me suis vraiment mis dans un état d'esprit qui, pour moi maintenant n'est pas le bon. C'est-à-dire que je me voyais comme une espèce d'injonction de trouver les solutions à tout, d'être vraiment, voilà, la sachante, que je devais tout mieux savoir, que tout le monde. Et trouver les solutions et pour moi, désapprendre, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est là où j'ai beaucoup évolué, c'est déjà le lâcher prise par rapport à ça. En fait, mon rôle, c'est de poser les bonnes questions et de créer les conditions pour que, collectivement, on arrive à atteindre nos objectifs ou à trouver des solutions innovantes. Donc il y a une notion de lâcher prise aussi pour moi dans le désapprendre, donc c'est comme ça que je le vis. Et est-ce qu'il y a des choses que tu ne d'autres choses que tu ne fais plus, par exemple, qui ont changé, dans ta posture, dans ton rôle? Oui, alors je dirais que déjà, je me concentre par rapport à tout ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, le nerf de la guerre, en fait, c'est vraiment, l'humain. Donc c'est de créer les conditions pour que ce terreau soit favorable. En fait, pour Mmh. être, je vais te prendre un exemple très concret, d'il y a 2 semaines où j'ai mis en place avec, ma nouvelle équipe, donc les 6 managers, en fait, qui me reportent, qui travaillent sur différents pays, 2 jours, en fait, de séminaire ensemble, parce que c'est vraiment le début, en fait, de notre collaboration. Et j'avais fait, bon, j'avais en tête ce que je voulais, produire, quel était l'objectif et le livrable. J'avais fait le tour des 6 personnes et on était parfaitement alignés sur l'objectif. Donc en gros, sans rentrer dans les détails, on voulait vraiment sortir avec comme c'est une nouvelle organisation, ces 3 pays, être hyper clair sur le qui fait quoi, tous les process, toutes les responsabilités, donc tout clarifier. Donc on était d'accord sur l'objectif et dans ma façon précédente, en fait, de faire, avant d'intégrer cette posture de manager facilitateur, et c'est aussi mon style, je pense assez rapidement, j'aurais été dans l'action, en se disant: «Bon OK, on crée un cadre, c'est sympa, on prend un café et hop, on y va, on démarre et on délivre».
Là où j'ai beaucoup changé, c'est j'ai vraiment compris, de par votre formation, en fait, à quel point c'est important de créer d'abord les conditions favorables, le terreau humain pour réussir. Et l Voilà, pour être très concrète, là, ça s'est manifesté, de cette manière suivante. Sur 2 jours, j'ai vraiment dédié une journée complète à la construction de cette équipe, à nous en tant qu'équipe. Et seulement le deuxième jour, on est rentré dans le concret, vraiment pour travailler sur les livrables. Hem, alors c'est quelque chose, j'ai encore Si une si je si personnelle je, ouais, si je vas-y. résume, finalement, tu as passé sur ces 2 journées, une journée finalement à prendre soin de la relation et donc Oui, travailler tous les livrables intangibles, la qualité de vos liens, la capacité voilà, à partager, à vous connaître, à se faire confiance. ouais. Et puis la deuxième journée, plutôt les livrables tangibles, ben voilà, les plans d'action, les choses comme ça. Exactement, exactement. C'est parfaitement ce que tu décris. Ce qui est pas toujours facile parce que même de la part de l'équipe, j'ai senti une surprise, la Mmh. volonté d'avancer, concrètement un peu plus tôt dans les livrables, donc la tentation était grande en fait de dire: «OK, on y va». Mais voilà, je reste intimement persuadée que, c'est absolument clé en fait de d'abord créer, cette relation. Tout ouais, ce que tu dis, ce côté, intangible, de bien se connaître et derrière, le résultat était incroyable parce que, en une journée, la deuxième, du coup, c'est absolument incroyable, ce qu'on a réussi, à faire et à abattre et je dirais même d'une certaine manière, je pense que si je n'avais pas été là la deuxième journée, ça se serait, enfin, que j'aurais pu partir au bout de la première journée. L'équipe a enfin, pour moi, c'est incroyable le résultat, de ce qu'on a travaillé sur cette deuxième journée. Ouais, c'est ça, c'est Donc voilà. vraiment, toi qui as créé les conditions, le terreau pour que derrière, ben, l'intelligence collective, elle Ouais, émerge et tu peux quasiment t'extraire d'une dynamique, voilà, si voilà, si les conditions sont réunies. voilà. Alors est-ce que donc ça, c'est un exemple où ça effectivement ça a bien marché, mais est-ce que, bon, il y a eu des exemples de choses, plus dures, qui ont été plus compliquées à mettre en place ou qui ont été plus dures à soutenir pour toi? Je dirais oui, en fait, là où j'ai appris aussi, c'est qu'alors nous, on est dans un quotidien où il y a beaucoup d'urgences, beaucoup d'injonctions, d'être réactif, et cetera. Donc s'extraire, d'1 demi-journée à 2 jours du quotidien, c'est quelque chose qui est pas simple, et je pense qu'avant, je n'avais pas créé en amont, en fait, cette espèce de cadre justement pour qu'on puisse, rester, et travailler tranquillement sur notre problématique. Donc là, ce que j'ai changé cette fois-ci et qui a très bien fonctionné, c'est que j'ai expliqué au reste de l'organisation ce qu'on faisait. Donc au reste du comité de direction, par exemple, pour être concrète, en disant: «Voilà, pendant 2 jours, on va être, «off» entre guillemets. On va travailler sur cette problématique. Donc vraiment merci de laisser l'équipe, travailler sereinement pendant ces 2 jours, tout en proposant des solutions. Il faut le dire à l'avance, s'il y a des urgences, on les gère avant, où on propose des solutions alternatives et ça, c'est quelque chose qui a très bien fonctionné, et que j'avais, pas forcément assez bien pris en compte dans le passé où du coup les gens étaient obligés, voilà, de sortir, rentrer ou n'avaient pas l'esprit, 100 dans le moment présent et parfois ce qui s'est moins bien passé et là où j'ai aussi progressé, c'est que je pense que de tempérament et de profil, j'aime bien être dans le contrôle, je pense que ça me rassure. Donc au début, je designais vraiment, que ce soit un après-midi ou jusqu'à 2 jours, tout, quasiment minute par minute. Et en fait, quelque part, je perdais un peu la saveur des choses parce qu'il y a parfois, des sujets qui prennent ou qui demandent plus de temps. Là-dessus, j'ai complètement lâché prise. Je sais ce que je veux atteindre, on va dire sur la matinée ou après enfin, par gros blocs et derrière je suis beaucoup plus dans le flow en fait pour, utiliser un mot à la mode, mais, je le ressens vraiment comme ça. Donc donc voilà, c'est pour moi, c'est une grande évolution de ne pas vouloir tout contrôler et justement, lâcher prise sur certaines choses tout en gardant, présent à l'esprit le cap et cette dynamique d'équipe. Voilà, je dirais les 2 choses. Donc savoir où on veut aller et vraiment ouvrir tous ses sens pour sentir l'équipe et rééquilibrer, ou réajuster à tout moment. Donc là, tu nous as donné des exemples, bah, sur la partie collective justement, faciliter, l'intelligence collective de ton équipe, d'un groupe. Est-ce qu'il y a un exemple, de cette nouvelle posture de manager facilitateur
que tu trouverais pour des moments plus en individuel, en one-to-one avec certaines personnes de tes équipes? Oui, je dirais que pour moi, ce qui a changé aussi, c'est vraiment tout simplement, hein, de poser beaucoup de questions, de pas vouloir à tout prix, guider vers la solution. Et ça, je sais que c'est un défaut que j'ai beaucoup eu, par le passé, donc j'essaye vraiment de travailler là-dessus, et de créer le cadre, de créer les conditions et de s'adapter à chaque personne. Quelque chose que j'ai complètement changé aussi, qui fonctionne très bien, parce que ça, ce que je décris, c'est plus, au quotidien, en fait, dans la relation, c'est le point de départ. J'ai beaucoup mieux, enfin, à mon sens, travaillé le point de départ de la relation. Donc là, c'est frais dans mon esprit puisque, je viens de commencer avec une nouvelle équipe il y a 3 mois. Donc sur les premières semaines, je voulais absolument prendre le temps de connaître bien les personnes, parce qu'encore une fois, nous, on a tendance à directement, se ruer dans les sujets, dans les livrables. Donc j'ai eu une première session vraiment, de 1 heure, voire plus, avec tout un questionnaire où on répondait de part et d'autre, en fait, le but, c'est vraiment de connaître au maximum la personne. Donc ça, c'est la première chose que j'ai mis en place, sauf que pour que ça fonctionne avec cette pression du quotidien, ce qui était important, c'est que je communique aussi. Donc je me suis fixé 2 semaines, en fait, pour tous ces rendez-vous de faire connaissance avec toutes les personnes de l'écosystème, dans lequel j'ai intégré. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai communiqué ça à ma responsable, en fait, à notre DG. Je lui ai expliqué mon plan en lui disant: «Voilà, pendant 2 semaines, voilà ce que je compte faire, voilà pourquoi je compte le faire. Et donc s'il y a des urgences, des priorités, je vais peut-être pouvoir en gérer 1 à 3». Après évidemment, elle était en droit de me dire non. Mais ça s'est très bien passé, et je pense que c'est important à la fois avoir cette volonté de le faire, surtout, mais créer au maximum les conditions pour que ce soit, tenable ou soutenable, dans le temps. Ouais, ce que tu dis, c'est finalement, cette nouvelle posture, cette nouvelle manière de faire, cette nouvelle manière d'être aussi, dans les équipes. C'est peut-être déroutant à la fois pour les équipes qui ont des réflexes et une habitude de travail, Oui, mais ça peut être aussi déroutant, bah, pour les gens autour de toi ou pour ta propre hiérarchie. Donc tu as aussi tout un travail de sensibilisation, de pédagogie, en fait, dire: «Mais, vous inquiétez pas, faites-moi confiance, quoi». Donc il y a aussi beaucoup oui, d'assertivité, de leadership, hein, à avoir pour oui. incarner cette posture-là et de sensibiliser aussi sur cette posture, quoi. Oui, c'est juste, pour moi, la pédagogie, c'est vraiment essentiel parce que, au début, j'ai eu des petits moments de découragement, où j'ai essayé des choses. Évidemment, j'étais pleine de bonne volonté, ou en me disant: Finalement, c'est compliqué dans un écosystème comme le nôtre». En fait, voilà, pas du tout. C'est juste qu'il faut bien expliquer les choses, et faire de la pédagogie, en fait, tout simplement. Ouais, et puis, avancer aussi petit à petit. Enfin, c'est un processus, quoi. C'est pas un état, on-off. «Ah ça y est, je j'y Oui, suis pas, j'y suis», ouais. Ah non, pas du tout. Ouais, oui, c'est oui. pas un état qui dit: «Ça y est, on y est, Ouais, c'est bon, ça y est, non. je suis manager, facilitateur», quoi. Non, non, tu as complètement raison, Simon. En fait, j'ai commencé vraiment, petit, hein. Au début, c'est vraiment pas à pas avec, des erreurs, des tâtonnements, que ce soit dans la relation au quotidien comme tu le décris, c'est savoir aussi faire quand j'estimais que je faisais des erreurs quelque part, c'est aussi savoir revenir et le dire, en fait, d'expliquer les choses en disant: «Mon intention, c'était ça. Bon, ça s'est pas complètement passé comme prévu», et en fait se dire, c'est pas parce qu'on est tombé du vélo qu'on peut pas remonter dessus, en fait, quelque part. Et de la même manière, dans des choses un peu plus ambitieuses, dans la gestion, de groupe avec, voilà, des workshops, des sessions, d'équipe, moi, mon conseil, c'est de commencer petit. J'ai commencé petit au début, c'était, peut-être une matinée ou un après-midi avec des gens qui avaient envie, parce que c'est tout à fait possible de le faire avec, des gens justement qui ne veulent pas travailler ensemble, où il y a des conflits, de la résistance. L'idée, c'est peut-être pas de se lancer, je me serais pas lancée personnellement sur, 2 jours, avec des gens, qui ne s'entendent pas et qui ne veulent pas travailler ensemble. Donc c'est pas noir ou blanc, c'est petit à petit. Pour moi, c'est vraiment à la fois une compétence qui s'apprend, donc on se muscle petit à petit. Il y a des techniques en fait, pour ça, des outils, et c'est également un état d'esprit. Si je dois résumer l'état d'esprit, c'est le collectif plutôt que l'individu, et être convaincu que
investir dans l'humain, dans la relation au début, c'est payant, en fait. Vraiment, c'est Mmh. important et il faut pas, bâcler ou raccourcir, en fait, ce moment-là. Les résultats n'en Ouais, seront que c'est bien meilleurs, à la fois les résultats et toute la dynamique d'équipe, en fait, et c'est des effets, exponentiels. ouais, comme tu dis, enfin, c'est un chemin. Peut-être commencer d'abord par des choses pas trop engageantes ou avec des enjeux trop forts, et voilà, commencer, doucement et puis, comme tu dis, comme c'est un chemin, c'est un processus, c'est une transformation. Ben, être, convaincu quoi, c'est réussir à pas lâcher quand, finalement, l'ancien paradigme revient, quand, Oui, nos propres schémas, nos anciens schémas reviennent, comme tu disais, hein, tendance contrôlante, ben, voilà, et peut-être que sous stress ou dans certains moments, une forme de tendance à revenir à ça. Voilà, accepter que, bah, parfois ça peut arriver, mais que voilà, on continue d'avancer. Et alors c'est intéressant là, donc tu disais que c'est aussi, des compétences, hein, qui se développent, un état d'esprit, des compétences, méthodes et cetera. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que dans ton chemin, bah, tu es passé par plusieurs formations, chez nous, chez Osons Plus. Une formation sur l'intelligence collective pour découvrir la posture de facilitation et puis une formation à une méthode, qui s'appelle la théorie U, hein, qui est une méthode de leadership, qui permet justement d'accompagner, à la fois individuellement et collectivement, ben, les transformations. Hem, Qu'est-ce que ces formations, elles t'ont, apporté? Qu'est-ce qu'elles ont confirmé, bousculé, voilà, dans ton propre cheminement? alors la formation facilitation, donc celle que j'avais faite en premier, donc moi je m'étais inscrite parce que alors déjà je connaissais pas le mot facilitation en fait, déjà avant de m'inscrire, mais c'est quelque chose que j'essayais quand même de faire, un petit peu à mon niveau, assez intuitivement. Donc j'avais envie d'aller dans cette direction-là et en fait, j'ai découvert au vu de cette formation que, bah, voilà, il y avait des compétences et des techniques, qui s'apprenaient. Donc moi, premièrement, ça a confirmé mon intuition sur, l'intérêt du sujet, voilà, moultement, confirmé en fait. Ça m'a donné, comment je peux résumer ça? Je dirais plutôt une boîte à outils, plutôt qu'une méthode. En fait, une boîte à outils et surtout, une cohérence par rapport au pourquoi. Il y avait des choses que je faisais peut-être un peu intuitivement, mais du coup, j'ai mieux compris, en fait, toutes les possibilités et surtout ce que j'ai vraiment appris, qui a complètement changé ma façon de voir les choses, c'est vraiment tout cet investissement sur la relation, sur le groupe en amont. Pour être assez concrète, c'est, ce que vous avez appelé les energizers, icebreakers, c'est tous ces petites choses, en fait, qu'on va faire au début pour intégrer le groupe. Et en réalité, moi, c'est quelque chose que je voyais, bon, qui était connu, hein, nous, dans le monde de l'entreprise, mais je voyais ça comme plus quelque chose de sympa pour accueillir les gens, voilà, ou les réveiller un petit peu, pour le dire avec mes mots. Et en fait, j'ai vraiment compris qu'en réalité, non, ça répond à un objectif, qu'on va pas les choisir au hasard et que tout est pensé et structuré, en fait, pour faire en sorte que le groupe, le collectif prenne. Donc si je devais résumer, d'une partie, il y a un côté où ça a confirmé mon intuition sur l'intérêt et ce que j'ai complètement découvert, c'est vraiment, l'importance du temps accordé à construire le groupe, Mmh. en résumé. Yes et sur la formation, théorie U, donc c'est une formation, que tu as suivie un petit peu plus tard justement, où tu avais déjà expérimenté des choses, après cette première formation sur l'intelligence collective? Si tu avais voilà, en une phrase ou 2, ce que tu retiens particulièrement de cette formation? Alors sur celle-là, je dirais plus, c'est vraiment, aller alors ça part pour moi du questionnement, c'est justement la puissance des questions et c'est aller, au bout du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi. C'est-à-dire, vraiment quelle est la racine cause. Honnêtement, je me souviens plus des mots, officiels de la formation, mais c'est comme ça que je l'ai retenu, pour descendre en fait dans le U et pour ensuite, remonter via l'intelligence collective et différentes, techniques et méthodes, vers la résolution, collective. Donc je trou pour moi, c'est un peu différent dans le sens où il y a, une introspection, qui est plus forte et les 2 sont complémentaires, en fait. Je les mets quelque part les 2 sur, un axe. Voilà. Mmh. Super. Écoute, merci beaucoup. Alors peut-être, pour conclure là cet échange et puis ce témoignage, si tu avais, une chose, à partager à voilà, un directeur, une directrice, aux gens qui sont ici, qui nous écoutent, qui éventuellement hésitent à s'engager sur ce chemin-là, dans cette nouvelle posture, qu'est-ce que tu pourrais leur partager?
Bah, déjà, je leur dirais de ne pas hésiter, d'oser en fait avancer et faire un pas sur le chemin. Je pense qu'il faut pas se laisser impressionner par, des mots, des concepts. Il faut commencer petit. Moi, j'ai commencé petit avec des choses simples. J'ai vu ce qui fonctionnait ou pas pour moi, j'ai pris confiance, donc c'est un chemin, en fait. Faut pas hésiter à y aller, il faut pas se mettre trop de pression par rapport à ça. Et ne pas avoir peur de se tromper ou de faire des erreurs, hein. Sincèrement, ce qui est important pour moi, c'est juste vraiment de communiquer, en fait, d'expliquer, l'intention, qu'il y avait derrière et toujours remonter sur le vélo. Vraiment, donc voilà, c'est oser. Ça me va bien comme mot pour terminer, oser. Bah, merci beaucoup à toi, Isabelle, pour ce partage. Et puis finalement, bah, tu décris bien ça, hein. C'est un chemin, c'est un processus, hein. C'est pas un état on-off. C'est un chemin qui, voilà, qui se construit progressivement, avec ses résistances, ses difficultés, mais aussi voilà, ses découvertes et puis de l'impact à la fin, à la fois sur toi, mais aussi bah, du coup autour de toi dans tes équipes. Donc, ben merci pour ça. Alors justement, on va continuer. Ce que j'avais envie de vous partager là peut-être, c'est finalement vous allez retrouver des choses. Donc Isabelle, elle vient d'illustrer son propre chemin, et puis ben, pour peut-être vous guider dans votre propre cheminement à vous vers cette posture, ben, vous partagez un cadre, une boussole que nous, on a formalisé chez Osons Plus, donc un référentiel, le référentiel du manager facilitateur, donc qui est vraiment basé sur nos expériences d'accompagnement, qui est basé aussi sur des apports théoriques, scientifiques et des apports littéraires qui sont assez solides, et qui aussi est enrichi au fur et à mesure que on intervient donc dans les organisations. Alors, là, celui que vous avez là, c'est un référentiel, on va dire, simplifié. Euh, donc, je vais aller assez rapidement, assez vite. Par contre, si vous souhaitez le découvrir en détail et le récupérer, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton là, être recontacté. Comme ça, je pourrais vous l'envoyer. Donc, ce référentiel, trois dimensions, c'est comprendre. Ça, c'est la dimension cognitive. Qu'est-ce que le manager facilitateur doit avoir compris du monde dans lequel il opère, des dynamiques humaines, des leviers qui font une équipe, qui font qu'une équipe s'engage ou se désengage. La deuxième dimension, c'est le être, hein, c'est finalement la dimension intérieure, mais aussi finalement aussi l'état d'esprit, quelle posture, quel état d'esprit, quelle qualité de présence, quelle qualité d'écoute. Et puis agir, c'est bah, qu'est-ce que le manager facilitateur il fait concrètement, qu'est-ce qui dans ses gestes au quotidien, dans ses interactions, dans la manière dont il anime ses équipes. Et puis donc, 6 axes. On a d'abord comprendre le contexte, hein. Le manager facilitateur, il doit commencer par lire le monde tel qu'il est aujourd'hui, instable, complexe, moins soluble, hem et donc réussir à saisir les enjeux du monde, comprendre les limites, des modèles actuels de management, réussir à tenir l'ambiguïté sans chercher à tout résoudre justement, réussir à détecter les signaux faibles qu'il y a dans ces équipes. Le deuxième axe, deuxième dimension, c'est créer les conditions, hein. Tu as beaucoup dit ça, hein, Isabelle, dans ton témoignage, créer les conditions. Donc son rôle à un manager, c'est pas de tout faire pour les autres à la place des autres, c'est bien de construire un cadre, un terreau dans lequel les individus, les équipes, vont pouvoir, se développer, contribuer, coopérer. Donc là, c'est construire, co-construire ce cadre facilitant, tenir, des rôles, des rites, des règles, hein, les fameux 5 R. Ça, c'est une fiche outil que vous pourrez retrouver dans ce référentiel. Voilà, c'est faire confiance au collectif, on en a parlé, c'est co-construire plutôt que imposer. Ensuite, révéler les potentiels, hein, développer le pouvoir d'agir, nous on pourrait le dire comme ça. C'est voir ce que chacun peut apporter, en quoi il peut contribuer. C'est même percevoir le potentiel de ces équipes avant même qu'il soit concrétisé. Et puis créer les conditions pour que chacun se développe. Donc là, c'est vraiment aussi réussir à pratiquer une écoute profonde, réussir à déléguer, réussir à changer aussi son regard sur les dynamiques collectives. Apprendre ensemble, le manager facilitateur, ben, il vient aussi cultiver cette culture où l'erreur, c'est une ressource, où on peut assumer ses vulnérabilités, où on prend aussi le temps de regarder ce qu'on peut apprendre, faire mieux. Donc,
cultiver ce droit à l'erreur, c'est aussi, nommer, hein, les injonctions contradictoires. C'est aussi avoir le courage, comme tu l'as dit, hein, de challenger son codir ou en tout cas de dire: «Ah, on pourrait faire différemment». Et puis, c'est aussi, et ben, finalement, faire des feedbacks, voilà, faire des feedbacks à ses équipes, faire des feedbacks à sa hiérarchie, à son propre dirigeant. Ensuite, c'est porter la voix du terrain. Donc porter la voix du terrain, c'est réussir à faire ce rôle de passeur, c'est, vraiment, réussir à remonter ce qui se passe, c'est réussir à nommer des injonctions contradictoires, c'est réussir à ah mais oui, c'est ça ce que je disais, à nommer les désalignements, hein. C'est aussi, ben, voilà, challenger son codir, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et puis c'est, faire attention aux risques psychosociaux, ça on en entend beaucoup parler. Et enfin, le dernier axe, la dernière dimension, c'est se transformer soi-même, évidemment. On ne peut pas accompagner la transformation des autres si on s'engage pas soi-même dans un travail intérieur, en continu, sans une transformation de soi-même. Donc là, bah, c'est, réussir à développer son leadership, c'est incarner la posture aussi qu'on va demander à ses équipes. C'est réussir à prendre conscience de ses propres schémas, hein. Donc tu disais, bah, oui, moi je fonctionnais comme ça, maintenant c'est différemment. Donc réussir à se lire, à se décrypter, à faire c'est un travail d'introspection et puis réussir à se faire accompagner quand on en ressent le besoin. Donc là, c'est un référentiel et puis en plus de ça, il est simplifié. Je vais pas rentrer dans toutes les cases. L'objectif, c'est pas de dire: «Ça y est, je coche toutes les cases, c'est bon», c'est vraiment plutôt, un outil pour savoir un peu où on en est, et puis réussir à choisir sur quoi on a envie de travailler, d'avancer. Attention, un référentiel, c'est bien un outil qui a une vertu pédagogique, hein. Il permet de donner des repères, de parler un langage commun, de se situer. Mais comme tout référentiel, il a aussi des limites. C'est une représentation qui est simplifiée et qui voilà, qui ne représente pas toutes les réalités et toutes les réalités ne rentrent pas dans toutes les cases. Donc voilà, prenez-le comme c'est, un outil pédagogique, qui permet de se situer, mais c'est pas un cadre, prescriptif. Hem, Peut-être 2 choses que je voulais vous partager. En fait, vous partagez, ouais, le un cas client qu'on a eu, donc là, c'est une institution publique avec laquelle on travaille encore actuellement, une grosse institution publique au niveau national, qui était venue nous chercher parce que justement, ils avaient besoin d'insuffler, cette culture de la facilitation, dans leur, institution. Et donc le besoin, c'était vraiment outiller, plutôt donc, le niveau directeur, cadre, chef de réseau pour, animer des dynamiques collaboratives au sein de leurs équipes, mais aussi avec les partenaires et finalement réussir à passer, hein, de cette posture, expert, sachant, à cette posture de manager facilitateur de l'intelligence collective. Donc par exemple, voilà, on a déployer un cycle de formation, 3 ans, pendant 3 ans sur lequel voilà, pendant 2 journées, on arrive à un peu initier, ben, ces personnes, sur le rôle du facilitateur, les ingrédients clés des dynamiques collectives, les leviers de l'engagement, les outils concrets de l'intelligence collective. Voilà, une cinquantaine de personnes formées par an pendant 3 ans. C'est aussi ça qui permet d'insuffler, ben, un changement de culture à un moment donné, dans les organisations. Alors il y a des questions, je voyais qu'il y avait des questions pas mal sur les formations justement. Et bien on y vient. Justement si ce qu'on a dit là, ça résonne pour vous, vous souhaitez aller plus loin sur cette posture, sur ces outils dont a parlé aussi, Isabelle. Donc Osons Plus, on est organisme de formation. Beh, voilà un peu, les prochaines formations qu'on propose. Alors nous, on les propose en présentiel, principalement à Bordeaux et à Lyon. Il y a aussi une qui est voilà, qui est prévue sur Paris. Heu une formation vraiment intelligence émotionnelle et relationnelle. Donc là, c'est 2 jours pour comprendre, ce qui se joue dans les relations, donc décrypter les émotions, les réactions, les dynamiques réactionnelles et relationnelles. Apprendre à agir, voilà, avec plus de justesse dans la communication, travailler le feedback et savoir gérer aussi des situations de leadership qui sont assez difficiles. La deuxième formation, comprendre le facteur humain et développer son leadership pour manager dans la complexité. Ah ça, c'est justement 2 journées de formation qu'on a conçues pour comprendre qu'est-ce qui vient conditionner en fait, la capacité des organisations à décider, à coopérer et à se transformer dans ce monde, fluctuant, ambigu dont on a parlé. Et c'est vraiment une formation pour développer, le leadership des managers. Voilà, très,
Très intéressant et donc on voit le référentiel dont, je vous ai parlé, on voit, ce référentiel-là pendant cette, formation dans le détail. La formation théorie U, dont a parlé Isabelle qu'elle a suivi, c'est une méthode vraiment intéressante pour accompagner les changements individuels et collectifs. Là, c'est une formation de 3 jours pour suivre les 5 étapes de la méthode d'Otto Scharmer qui a été, à l'initiative de ce métamodèle de transformation. Là, l'idée, c'est vraiment de réussir à se décortiquer soi-même, comment on sort de ses propres schémas existants pour co-créer, des transformations, en partant de l'écoute profonde. Voilà, tout au fond du U, c'est l'écoute profonde. Et enfin, notre formation, phare, hein, sur l'intelligence collective, expérimenter les méthodes qui transforment les dynamiques de groupe. Donc là, c'est vraiment une formation qui est pratique pour vivre de l'intérieur les cadres, les postures, les outils, autour de l'intelligence collective. Donc, toutes ces formations, elles sont, avec une possibilité de prise en charge OPCO et puis on a des tarifs spéciaux pour les salariés de l'économie sociale et solidaire, pour les entreprises Bicorp aussi. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions sur ces formations, n'hésitez pas. Heu, voilà, les dates, vous les avez là. On va bientôt arriver à la fin du webinaire, justement se dire: «Bon, OK, mais maintenant, c'est quoi les prochains pas possibles pour moi à la sortie de ce webinaire?» Et ben, justement, l'idée avant de conclure, c'est qu'on vous propose des choses assez concrètes pour continuer d'explorer ce sujet. Donc on a réalisé un carnet d'été du manager facilitateur, donc un peu à l'instar de ces cahiers de vacances que vous aviez, quand vous étiez petit. Bah, si vous avez envie de continuer d'explorer, et ben, c'est un outil pratique, hein, qui est vraiment, là pour, vous questionner, commencer à vous situer, à expérimenter des premiers gestes, des premiers éléments de posture. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, heu on en a un, il est à disposition. Le référentiel du manager facilitateur là dont je vous ai parlé, vous pouvez, avoir la version complète, avoir la version détaillée avec des exemples pour chacune des cases, aussi. On a aussi une newsletter qui s'appelle Sous la surface. C'est une newsletter mensuelle sur le facteur humain, sur les transformations culturelles, managériales et organisationnelles et là, on partage, à travers des articles, des ressources, pas mal de choses aussi assez concrètes et pratiques. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez vous abonner et puis donc, notre catalogue de formation. Ça, si vous souhaitez le recevoir, hésitez pas à cliquer sur le bouton «Être recontacté». Voilà, si vous voulez les recevoir, moi je vous les envoie par mail, mais voilà, pour réussir à récupérer vos mails, il faut que vous puissiez cliquer sur le bouton «Être recontacté», et moi je vous envoie ça dans les prochains jours, par email, le carnet d'été, le référentiel, le catalogue de formation. Voilà ce que je voulais vous partager. Voilà ce qu'on voulait vous partager, sur cette question du manager facilitateur. Alors je vais regarder, bon voilà, ça c'est quelques organisations qu'on a accompagnées, avec Osons Plus, ou qu'on accompagne encore. On va passer au moment des questions. Si une personne, malgré l'approche, reste sans confiance, sans volonté d'aller vers une dynamique positive. En fait, c'est pas en tirant sur une plante qu'on la fait pousser. C'est vraiment quelque chose c'est une métaphore qu'on utilise souvent, cette question du développement du pouvoir d'agir. C'est-à-dire une personne qui veut pas s'engager, on pourra créer les conditions pour qu'elle le fasse, mais à la fin, c'est quand même elle qui décide de le faire ou pas. Par contre, bien comprendre quels sont les leviers de l'engagement, quels sont les ressorts de l'engagement, quelles sont les conditions qui facilitent l'engagement, ça oui, ça c'est possible. Donc travailler le terreau plutôt que de tirer sur la plante, ça c'est des choses concrètes qu'on partage dans nos formations. Alors là, c'était sur la formation. Quand la relation prime sur le résultat et devient l'unique motivation, serpent qui se mord la queue, oui, bah, effectivement, hein, c'est ce que disait Isabelle, il faut être bien au clair sur l'objectif. Nous, quand on intervient dans des séminaires, on accompagne aussi les organisations à travers des séminaires. On est très au fait qu'il y a certaines séquences qui sont là pour travailler la qualité des relations, la qualité du groupe, travailler la confiance ou la cohésion. Et puis il y a des séquences qui sont là pour travailler la production de livrables tangibles, des roadmaps, un plan d'action, un bilan, faire émerger des choses. Et on est très au clair sur quelle séquence vient travailler, quoi. Mais par contre, ce qu'on dit, c'est que c'est différent, dans les outils, les méthodes et la posture qu'on va utiliser. C'est différent quand on veut travailler la qualité des relations plutôt que quand on veut travailler,
l'émergence d'un plan d'action. Sur la théorie U, donc si vous voulez en savoir plus, vous n'hésitez pas à cliquer sur le bouton être recontacté, comme ça vous pourrez recevoir le catalogue de formation. Et, et puis bah voilà, bah, écoutez, plus de questions. Bah, un grand merci à vous d'avoir participé à ce webinaire. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné des informations pertinentes et utiles pour vous dans votre propre réflexion, dans votre propre cheminement. Voilà, j'insiste, si vous voulez recevoir la présentation, le catalogue, le carnet d'été, le référentiel, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton être recontacté. Encore un grand merci Isabelle d'avoir été avec nous et de Avec ton plaisir. témoignage. Et puis bah, belle continuation à toi dans ton cheminement de manageuse facilitatrice. Un grand merci à tout le monde d'avoir été présent et belle continuation à vous. Merci à vous, au revoir. Merci. Au revoir.